Micro de 4. Michel Desautels à l'exécutif de l'OIM. Merci, M. Lisée, pour la conférence et les encouragements dans la philosophie qu'on va voter ici. Donc, je voulais, ce que vous avez raconté, puis là où on s'en va, la FIC présentement, ça m'a rappelé une émission que j'avais vue il y a 15 ans peut-être, en jeu ou en quête, je ne me souviens plus. C'est un expert en ressources humaines qui disait qu'il avait assisté à une conférence, un hommage à une personne qui quittait une entreprise. Ça faisait 30 ans qu'il travaillait là. Fait que tout le monde le souhaitait bonne retraite, puis merci pour vos années, etc. Et le monsieur avait dit, j'ai été bien traité ici, j'ai aimé ça, travailler ici, des bons collègues de travail, des bons employeurs. J'avais un salaire décent. Je vous ai donné mes bras pendant 30 ans, avec ce salaire-là. Pour le même salaire, je vous aurais donné ma tête. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Évidemment, les infirmières auxiliaires, il n'y en a pas de centrale d'infirmiers, ça n'existe pas les infirmiers. les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les gens de la FIC, c'est des gens de service. On a l'habitude de donner et de se faire valoir comme gestionnaire ou d'amener des idées, ça ne nous vient pas automatiquement. Et pourtant, il y a plein d'idées, comme vous l'aviez dit, qui vont peut-être avoir plein d'obstacles. Je voudrais vous entendre sur 2 des obstacles qu'on va peut-être avoir à franchir. Premièrement, les assemblées générales. Dans nos assemblées générales, on amène de l'information, on le fait autrement aussi, mais dans les assemblées générales, les gens ont une voix, peuvent décider de choses, et on a de la difficulté à avoir quorum. J'ai vu à un moment donné, on a eu une convention collective locale à faire voter, puis je demandais aux gens, j'ai dit, je ne peux pas vous expliquer ça sur une heure de dîner, là, ça ne marche pas, là. Il faut que vous veniez avant votre quart de travail ou après votre quart de travail, on va vous l'expliquer comme il faut. Puis quelqu'un m'a dit, mais tu nous demandes de faire du bénévolat. J'ai dit, m'excuse, mais c'est parce que c'est de tes conditions de travail qu'on parle, là. Alors, on va avoir un obstacle d'immobilisme ou de non-engagement à franchir. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et l'autre obstacle, bien, vous en avez parlé un peu. Je me souviens, entre autres, à un moment donné, j'étais avec le directeur des ressources humaines de mon établissement. Il y avait un problème X. Je lui ai dit, bien, on devrait se parler plus souvent, puis on pourrait même peut-être vous apporter des solutions. On échangera, on joue au ping-pong, vous m'amenez une idée, non, mais ça peut marcher, puis bon, tu sais. Et le monsieur de me répondre, je ne fais pas de cogestion. Alors, le droit de gérance, c'est solide chez les employeurs. Le non-engagement de nos membres est malheureusement présent. Ça va faire partie de la course à obstacles qu'on a amenée. J'aimerais vous entendre là-dessus, puis merci pour votre conférence. Merci. Merci, vous avez parfaitement raison. Je vais encore une fois vous parler de ça, mais autrement. Vous savez qui est Rosa Parks? Rosa Parks, c'est cette dame noire qui a décidé qu'elle s'assoyait en avant dans l'autobus en Alabama, même si les Noirs devaient s'asseoir derrière. Et elle est devenue une cause célèbre. Et elle a fait en sorte de déclencher la déségrégation dans la moitié d'un énorme pays. Ben, Rosa Parks, ce n'était pas la première qui était allée à l'Association de défense des libertés, donc l'Association de défense des Noirs dans le Sud. C'était la 4e ou la 5e. Et puis l'Association de défense, c'était pas des fous. Les 3, 4 premiers ou premières, ils avaient décidé de ne pas en faire une cause célèbre. Parce que les circonstances étaient un peu troubles, il n'y avait pas assez de témoins, la personne n'avait pas l'air assez solide. Puis quand Rosa est arrivée, ils ont dit, ben là, le casting est parfait, on a des témoins, elle a l'air solide, elle est sympathique, on part avec elle. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est que, comme disait mon ancien patron, Jacques Parizeau, il n'est pas interdit d'être habile. C'est même, j'ajouterais, une nécessité absolue, surtout quand les défis sont compliqués. Ça veut dire que si vous commencez à vouloir changer les choses, il faut identifier dans vos premières expériences les zones de bonne volonté. Dans quel établissement, avec quel cadre, avec quelle équipe est-ce qu'on peut faire notre premier, notre deuxième puis notre troisième test? Il faut maximiser, comme dirait Jack Layton, les conditions gagnantes. Il
faut les maximiser. Et une fois que ça marche, on dit, mais regardez, ça peut marcher. Ça ne marchera pas partout, mais ça peut marcher. Et il ne faut pas commencer par l'endroit où le cadre est le plus buté et les syndiqués sont les moins mobilisés. Hein. Si on veut faire une boule de neige, on commence avec la meilleure neige possible. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Micro 5. Régine Laurent, exécutif FIC. Merci. J'aimerais vous entendre, c'est quoi votre perception du paysage politique dans 6 mois, 1 an, par rapport à la thématique de notre congrès? On est-tu dans le bon timing ou on est un petit peu à côté, où il faut attendre? Et j'aimerais aussi vous entendre, on frappe beaucoup sur les syndicats depuis quelques années. Et récemment, le nouveau discours, c'est de nous dire qu'on ne devrait pas du tout se mêler de l'univers politique. Alors, ces changements-là, qu'on ose, qu'on veut agir, qu'on veut influencer, comment vous voyez ça dans le paysage politique, notre thématique de congrès? Merci. Régine, je pense qu'il faut toujours utiliser les cartes qui nous sont données. Et les cartes qui nous sont données, c'est que chez les Québécois, il y a une grande volonté de changement. Il y a une offre politique qui se présente à eux et il y a donc des élus et des élus potentiels qui sont à la recherche de la sympathie du public. Et vous, une de vos grandes forces, c'est que vous avez la sympathie du public. On est, généralement parlant, dans le domaine de la santé, il me semble, et je peux me tromper, mais il me semble, à un point où l'opinion publique sait qu'il n'y a pas de solution miracle, sait que c'est un problème extrêmement difficile, sait que la plupart des gens travaillent pour essayer de régler ces problèmes-là et que le Québec n'est pas le seul à être aux prises avec ces problèmes. L'opinion est très perméable à toutes les propositions qui font en sorte de décentraliser des médecins vers les autres artisans du secteur un grand nombre de tâches. Les super infirmières, cliniques de nursing, les sages-femmes, les pharmaciens, tout ça, tout le monde dit « Ah, ben, si ça peut marcher, tant mieux ». Ils voient d'un très mauvais œil la résistance des corporations de médecins à l'introduction de ces réformes-là. Donc, sur le plan de l'état du débat sur la santé, vous arrivez à un excellent moment en disant « Nous, on a des propositions à faire ». Sur la question de l'intervention en politique, bien, écoutez, vous parlez de ce que vous faites, vous parlez du service que vous rendez, vous parlez de votre proposition pour réformer un système qui est au cœur de la vie de 7 millions de gens. Alors, il n'y a vraiment pas la moindre inhibition à y avoir. Maintenant, comment s'y prendre politiquement? Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc, on a un gouvernement, Charest, qui gère le système de façon traditionnelle, en répondant à certaines pressions, comme sur les pharmaciens, sur les super infirmières, mais disons avec une vitalité qui pourrait être meilleure. Je suis très, très diplomate ce matin. Et donc, ce gouvernement a comme fait son lit, a pris son habitude, et il n'est pas impossible qu'il y ait des élections dès l'automne, et il n'est pas impossible que ce gouvernement soit reporté au pouvoir. Ce n'est pas impossible. Il y a seulement, comme je disais à Lisa Fruilla hier soir au téléjournal, combien d'entre vous ont écouté le téléjournal hier soir jusqu'à ce qu'on soit là? Bon, je n'ai pas fait honte à trop de monde, d'après ce que je vois. Il y a seulement 66 % des gens qui sont très insatisfaits du gouvernement Charest, donc ça va mieux. Ça va mieux, parce qu'avant, c'était 75 %. Bon. Mais effectivement, avec ce qui s'est passé au PQ hier, qui affaiblit le Parti québécois, c'est certain, avec le fait que François Legault n'est pas prêt à présenter ses candidats, en tout cas, ce serait le calcul que M. Charest ferait, avec Amir Kadir, qui a connu un printemps phénoménal et qui donc va aller gruger des voix au Parti québécois, M. Charest peut penser qu'il y a une fenêtre là, pour passer. Il y a une fenêtre. Le vote francophone va être suffisamment divisé que lui, il est sûr d'un certain nombre de comtés avec le vote non francophone. Il doit garder un certain nombre de comtés. Si le vote d'opposition est suffisamment divisé, il pourrait passer. Alors, c'est ce à quoi il réfléchit là, au moment où on se parle. Maintenant, moi, je pense, quand je parle aux organisations
syndicales ou aux ONG, vous savez sans doute lequel des partis serait le plus perméable à vos idées. Alors, c'est clair que Québec solidaire sera extraordinairement perméable à vos idées. Il est clair que le Parti québécois sera très perméable à vos idées. Hein? C'est clair. Et ils ne pensent pas à ça tous les jours. Dans une période préélectorale, au moment où ils font leur plateforme électorale, c'est le temps d'aller les voir et de leur dire « voici ce qu'on propose ». Mais pas seulement à Québec solidaire et au PQ, il faut le dire à l'ADQ, puis il faut le dire au Parti libéral aussi. Voici ce qu'on veut. Il faut que vous fassiez en sorte qu'il y ait des traces de votre volonté dans les programmes de tous les partis. Il faut qu'il y ait des traces partout. Il y en a peut-être qui vont le prendre à 100 %, il y en a qui vont le prendre à 20 %. Mais au moment du combat, chaque trace va compter. Et ensuite, disons que vous êtes là dans un débat particulier assez fort. Il y a une mesure que vous voulez passer dans le budget ou dans une réforme, dans un projet de loi sur la santé, etc. Ça passe mal. Moi, je vais vous parler encore autrement. Je vais vous parler des bingos. Moi, j'étais conseiller de M. Lucien Bouchard, et on avait des grosses réformes dont on discutait. Et puis, on allait au caucus des députés. Vous en entendez parler ces jours-ci du caucus des députés? Et un matin, on arrive, puis le caucus disait « Oui, c'est intéressant, là, la réforme fiscale, et puis telle autre question. Bon, mais nous, on veut parler des bingos. » Pourquoi vous pouvez parler des bingos? Ben parce que l'Auto-Québec a fait une réforme sur les bingos de sous-sol d'église avec les groupes communautaires en disant que ça serait bon, mais là, tous les groupes communautaires sont contre, ça les dépossède de... le premier ministre dit « OK, on va regarder ça, on va regarder ça. » La semaine suivante, encore une grosse réforme. Non, non, on veut parler des bingos. Ça a duré 3 caucus de parler des bingos. Et puis, finalement, le premier ministre, il l'a réglé, l'affaire des bingos. Puis les groupes communautaires étaient plus satisfaits qu'ils ne l'étaient parce que les députés, les membres du caucus, ont un énorme pouvoir, souvent un pouvoir de relais de ce qu'ils entendent chez eux, souvent un pouvoir de frein pour s'opposer à une réforme dont ils considèrent qu'elle est mal faite. Et c'est le groupe de pression le plus puissant à Québec. C'est normal, c'est des élus, mais on les sous-estime souvent. Alors je vous dis, faites en sorte que dans vos circonscriptions, lorsque vous avez des approches, des revendications, allez voir le député. Faites en sorte qu'il y a 125 personnes qui vous ont écouté, et puis s'il y en a 15 qui vont voir le ministre de la Santé ou qui en parlent au caucus, ils disent « Coudon, ça n'a pas l'air, tu sais, moi, les professionnels de soins viennent me voir, puis ils me disent qu'ils ont une autre idée, puis personne ne l'écoute, etc. Pourquoi ça? C'est agaçant. » Puis à force d'agacer, on fait des gains. Alors, si vous voulez changer les choses, vous devez les changer par le bas, en démontrant la capacité de transformation que vous avez, et vous devez faire pression par le haut, par le politique, pour que, entre les deux, à un moment donné, le changement s'impose aux cadres intermédiaires qui disent « ben moi, je suis tout seul à décider de la gestion ». Merci. Micro 6. Oui, Pascal Beaulieu, je suis à Québec. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence. C'est super intéressant. Vos réponses le sont tout autant. Après les fameuses élections du fédéral, on a quand même un certain temps là, qui s'est écoulé. Je me rappelle que les analystes ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. On agit dans un contexte provincial, mais aussi fédéral. Historiquement, le NPD, bon, on disait toujours que c'était un parti qui était financé par des organisations syndicales, beaucoup plus à gauche. Et je me demandais de quelle manière, de quelle manière vous voyez le vote des Québécois aux dernières élections fédérales? Est-ce qu'il s'est dégagé une explication? Est-ce qu'on assiste à un changement de débat gauche-droite au niveau fédéral? Et est-ce qu'en quelque part, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour oser agir et influencer? Merci. Moi, je pense que ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, c'est une conversation nationale entre les Québécois sur comment prendre l'air, comment essayer autre chose, comment sortir de la routine. Hein, je pense qu'il n'y avait pas de rancœur contre le Bloc québécois, il n'y avait pas de mauvaise évaluation de la qualité de leur travail, mais il y avait un sentiment d'enfermement. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. On ne veut pas Harper, ça c'est clair qu'on ne veut pas Harper.
Les libéraux, non, ils ont vraiment gaspillé leur capital de sympathie avec nous. Jack, on le trouvait sympathique il y a 4 ans, on le trouve sympathique cette année. Il a l'air de bonne humeur malgré ses problèmes de santé. Puis, il a l'air d'un gars qui va nous amener prendre l'air. Autre chose. Ça ne coûte pas grand-chose de voter pour lui parce que de toute façon, il ne prendra pas le pouvoir, pensions-nous, sauf pendant une petite semaine là, où il aurait pu mettre le gouvernement en minorité. Alors, les Québécois ont dit, bon, on veut juste sortir de l'enfermement parce que ça pèse à la longue de toujours être dans les mêmes paramètres. Alors, évidemment, il y a un risque à ça parce qu'on peut prendre une sortie et puis trouver qu'il n'y a pas d'escalier une fois qu'on est sorti de l'immeuble. Bon. Dans ce cas-là, ben, c'est sûr que c'était quand même, Jack permettait de nous rassurer. Pour ce qui est du débat qui nous concerne ici aujourd'hui, il est évident que Jack Layton va être un grand défenseur de la loi canadienne sur la santé. Donc, il va tenter de dire, parce que c'est tout ce qu'il peut faire, c'est de dire, il est chef de l'opposition, mais le gouvernement est majoritaire, que le gouvernement ne devrait pas laisser les provinces innover dans le sens de laisser entrer plus de privés dans la santé. Donc, il va pouvoir fédérer une pression qui pourra, ou pas, refréner les ardeurs du gouvernement fédéral. C'est toute son utilité pour l'instant. Merci. Micro 7. Solange Tremblay, CSSRN Rimouski, Négette. Bonjour, M. Lisée. Bonjour. Je veux vous remercier pour votre vision sur l'organisation du travail. Elle est porteuse d'avenir parce qu'il faut faire appel effectivement à l'intelligence des salariés pour régler les problèmes à l'intérieur des établissements. Et vous le soulevez très bien. Il y aura des obstacles, il y aura des gestionnaires qui s'opposeront. Mais syndicalement, c'est une voie qu'il faut prioriser dans les prochaines années. On veut oser agir, influencer, ça passe par l'organisation du travail. Chez nous, un témoignage que je vais vous livrer, on a fait la titularisation des professionnels en soins. On a commencé avec les infirmières. Dans un premier temps, la résistance était énorme. Les coûts rattachés à cette titularisation pouvaient mettre en péril le budget de l'établissement. Alors, on a influencé, on a discuté, on a échangé et on est arrivé à faire en sorte de créer des conditions de travail et de vie à nos infirmières qui ont été suffisamment intéressantes. On arrivait cette année avec la titularisation des infirmières auxiliaires. Dans la négociation nationale, il y a eu beaucoup, on sait, on a des gains très satisfaisants, mais tout ne se règle pas au national. Alors, on a pris le bâton du pèlerin et on est revenu avec notre titularisation, mais forte de notre expérience des 2 dernières années, le directeur des finances n'a pas eu besoin d'être assuré et la titularisation des infirmières auxiliaires est au-dessus des attentes au niveau national et l'ensemble de nos professionnels en soins sont satisfaits. Mais la bataille est à continuer, vous avez tout à fait raison. La mobilisation, la démocratie, comprendre les changements qu'on veut faire opérer aussi. Pourquoi s'investir? Est-ce qu'on devient trop près des patrons à un moment donné, syndicalement? Mais quand les gains sont là, vous l'avez dit, ça a un impact majeur sur la vie et notre vie syndicale. Mais effectivement, il faut, je pense que, je ne sais pas si vous avez des écrits là-dessus, mais je pense qu'il faut continuer la voie de l'organisation du travail. J'aime beaucoup votre conférence, ça me rejoint. Je suis une militante de longue date et je pense qu'en 2011, il faut syndicalement s'attacher à l'organisation. Ça nous appartient, c'est nous qui sommes dans le quotidien de nos patients et il faut prendre ce bâton-là. Et je vous remercie de votre conférence. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. J'ajouterais simplement qu'il faut accepter qu'il y ait des gens, des collègues, que ça n'intéressera pas, qui ne voudront pas. Et puis, la pire chose à faire, c'est de les forcer. Hein? C'est ceux qui veulent le faire, le feront dans un premier temps. Si ça marche, vous serez plus nombreux. C'est la coalition des volontaires qui doivent lancer le mouvement. Et même quand ça marchera, il y a des gens qui ne voudront pas embarquer. Ben, laissez-les ne pas embarquer. Faites en sorte que ceux qui auront embarqué auront la satisfaction d'avoir fait avancer les choses et peut-être une bourse. Moi, je vous suggère de mettre ça dans vos revendications, de dire qu'il doit y avoir un retour pécuniaire pour les équipes qui font des gains.
Et puis, c'est ceux qui s'y engagent qui en tireront le plus grand profit personnel et peut-être le barbecue de l'année. Merci. Micro 8. Julie Ouellette, présidente du SPSQ. Donc, merci pour cette belle conférence. Moi, quand je vais regarder RDI maintenant, je vais dire, je le connais, ce monsieur-là. Je vais être bien contente. Donc, par rapport à toujours dans le thème, oser agir, influencer, aussi l'exemple des cols bleus que vous nous avez partagé. Moi, ce qu'on trouve difficile, puis la FIC a fait cette année une consultation auprès des membres à savoir quel genre de service vous voulez recevoir de vos représentantes syndicales, où sont vos représentantes, quelle action, quand même une grande consultation. Et on est vraiment perçus comme étant des représentantes syndicales qui doivent donner un service que les membres paient. Et c'est certain que c'est toujours trop cher, ce qu'on paie pour la défense syndicale, à leur point de vue. Nous sommes ici, et leur réponse, ils créent beaucoup d'attentes. Et si on ne répond pas à ces attentes-là, bien, on est le mauvais syndicat, puis on ne donne pas ce qu'on devrait donner pour la cotisation qu'on prélève. Quand on se retrouve en face d'un problème d'organisation du travail, c'est difficile de mobiliser nos membres à s'impliquer. Donc, le syndicat est vraiment vu présentement comme celui qui doit apporter la solution, mais on doit pas, ils ne veulent pas du tout être, bien, j'exagère peut-être un peu, là, mais en général, ils ne veulent pas faire partie de la solution ou de participer à cette solution-là, à cette recherche de solution-là. Donc, vous devez faire en sorte, moi je me suis fait dire en février que c'est le syndicat qui était responsable du bonheur de ses membres au travail. Lourde responsabilité. C'est un gros mandat, là. Oui. Et, puis je dis, on est comme si on était nul mais prophète dans son pays. Là, on voit plein d'approches que le gouvernement a mis sur pied, hein, Toyota, Lean, Kaizen, et ça se vit dans nos établissements. Et c'est nos membres qui sont là. Ils sont toutes souriantes, heureuses. On leur a procuré une possibilité d'être heureuses au travail quand on sait que ces approches-là viennent réduire toute la pratique professionnelle des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes. On ne fonctionne que en valeur ajoutée ou en gaspillage. Donc, je ne sais pas comment on arrive. Le thème est, moi en tout cas, je pense que le thème est vraiment dedans. On est vraiment vers là qu'on doit aller. Mais comment le ramener à nos membres, ça va être difficile. Ça c'est un bout que vous devez faire. Ça, je ne peux pas le dire pour vous. Là, vraiment, là, vous venez d'atteindre mon seuil d'incompétence, là, comme une tonne de briques. OK? Mais ce qui est sûr, c'est que le changement de culture qui est offert, qui est proposé, qui est suggéré, est un très grand changement de culture. Et puis la première chose, évidemment, c'est l'inertie. L'inertie est terrible. Hein, je veux dire, si ce n'était pas de la force d'inertie, le Québec serait souverain depuis 1962. Hein, la force d'inertie est énorme. Alors, évidemment, dans le rapport que vous me décrivez entre le syndicat et ses membres, enfin, c'est un rapport de presque de prestataires de services à clients. Et ça, il faut casser ça. Il faut casser ça. Il faut dire non. Là, ce dans quoi on s'engage, c'est de toute façon, quand vous allez au lunch, vous parlez de l'organisation du travail. Hein? Vous chialez. Vous chialez pendant la moitié du lunch. Alors, de toute façon, vous en prenez du temps pour parler de l'organisation du travail. Alors, si au lieu de chialer, on avait une fois sur 5 une idée sur comment améliorer ça, en sachant que vous allez avoir le crédit pour cette idée-là, bien, si on essayait, c'est pour ça que je dis il faut essayer, il faut choisir ses tentatives. On va essayer ça, et puis s'ils essayent, bien là, ils se sentent impliqués. Là. Ils vous ont pas, c'est pas la cotisation syndicale, c'est pas la représentation, c'est leur participation à une discussion qui mène à une action. Puis vous n'êtes pas payé pour ça. Vous êtes payé parce que, oups, mon idée a été reprise. Hein? Ça a marché. Ça vaut cher, ça a marché. Alors, ça va se faire, là,
syndicat par syndicat, lieu de travail par lieu de travail. Ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais complet, mais c'est d'un changement de culture qu'il faut commencer à amorcer. C'est comme si on vous avait dit en 1965, vous savez, un jour, on va tenir un congrès de la Fédération, puis vous allez rire, là, mais non seulement les gens n'auront pas le droit de fumer dans la salle, mais ils ne se plaindront pas. Imaginez le changement de culture. La première personne qui a dit qu'on ne fumerait pas dans une salle de congrès, non, voyons, non. Je ne te paye pas pour me dire ça, hein? Je te paye pour me donner des services syndicaux. Ben, c'est une culture qu'on a réussi à transformer et c'est devenu la nouvelle normalité. Alors, si on a réussi avec quelque chose d'aussi peu grave que la cigarette, et vous savez que c'est un combat qui vous donne énormément de travail parce que tous ces gens-là ne seraient pas à l'urgence, aujourd'hui, ils seraient dans des cimetières, vous voyez? On peut sûrement le faire pour notre vie quotidienne qui est la qualité de notre travail. Micro 2. Claudiane Gilna, syndicat du lac des Deux-Montagnes. Je suis ici. Allô? Ah! Je voulais savoir si vous avez des trucs pour nous les jeunes pour essayer d'aller chercher dans nos assemblées et dans les réunions les jeunes qui se sentent un peu non impliqués dans le syndicalisme et pour leur avenir aussi. Ces jeunes qui sortent de l'école, qui ont travaillé au McDonald's, au salaire minimum, qui maintenant sont bien, sont dans le milieu de la santé et ne se rendent pas vraiment compte de les grands pas encore qui restent à faire au niveau syndical puis au niveau conditions de travail. Si vous avez des trucs pour nous, les jeunes, pour essayer d'aller chercher les autres jeunes. Vous savez, mademoiselle, on nous le dit depuis plusieurs générations, il n'y a rien à faire avec les jeunes. Écoutez, c'est sûr que s'ils viennent du McDonald's, ils n'ont pas été, ou de Walmart, ils n'ont pas été introduits à l'idée de cogestion. Bon. Alors, je pense que, je veux dire, ce qui est magnifique avec la jeunesse, c'est l'énergie et l'idéalisme. Ceux qui ne savent pas que c'est impossible vont faire en sorte que ça devienne vrai. Hein? Parce que les plus vieux, souvent, nous, on est là depuis assez longtemps, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais moi, je viens d'arriver, je ne sais pas que ça se peut pas. Puis, de toute façon, c'est des vieux qui me disent que ça se peut pas. C'est ce qu'ils me disent depuis l'école primaire. Ça fait que ça se peut. Okay? Alors, en un sens, le syndicaliste, c'est une affaire de plus vieux, c'est une affaire du passé. Moi, je suis individualiste, je fais ma vie moi-même. J'ai payé mes études au McDo. Je ne dois rien à personne. J'ai maintenant mon bon salaire. Je peux me payer le barbecue de l'an dernier, mais je vise celui de l'année. Laissez-moi tranquille. Mais il reste qu'ils passent 40-45 heures de leur vie dans leur milieu de travail, puis que, à partir, disons, du 3e mois, ils participent à la séance quotidienne de chialage au lunch. Ça fait partie de la vie. Là, je dis, ben là, toi qui es jeune, qui as des idées, qui as un œil neuf, est-ce qu'il y a des façons que tu ferais ça différemment? Puis je pense qu'en un sens, c'est plus facile de l'embarquer là-dedans que de l'embarquer dans être délégué au congrès de la Fédération, parce que c'est plus proche. Puis là, évidemment, il y en a qui ne seront jamais intéressés, puis il y en a qui vont être intéressés. C'est comme ça dans chaque génération. Et puis, c'est de faire en sorte d'identifier et d'engager ceux qui se rendent compte que c'est encore plus le fun d'être dans son travail si on fait partie de l'amélioration de son propre travail. Qu'au McDonald's, là, il n'y a aucune... Ils ont dit qu'il fallait faire revenir le milkshake aux bananes. Ça fait 3 ans qu'ils le disent. Personne ne les écoute. Monsieur McDonald ne répond pas aux appels. Ronald, on dirait que c'est un vrai clown. OK? Mais là,
finalement, avec la gang, on a réussi à convaincre le cadre qu'il y avait quelque chose de différent à faire, puis on se sent mieux. Merci. Micro 4. Kevin Dulon, l'abbé du Son. Merci de votre conférence. C'était très intéressant puis surtout très dynamique le matin. J'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fameux plan Nord de M. Charest, parce que nous, les infirmières, on se sent un peu oubliés là-dedans. Dans le Nord, il parle beaucoup de l'exploitation du terrain, de construire des routes là, pour la Basse-Côte-Nord, augmenter les aéroports, mais au niveau de l'éducation puis de la santé, le plan Nord, je pense qu'il n'en fait rien. Il n'en parle pas du tout. J'aimerais juste savoir ce que vous pensez un peu de ce plan-là, puis c'est réalisable là, à moyen terme. Merci. Je pense qu'il va y avoir des accidents dans les mines et qu'il va y avoir nécessité de soins. Alors là où il y a déplacement de population, il y a nécessairement prestation de services. Okay. Maintenant, c'est un peu tôt pour nous demander des détails sur le plan Nord parce que j'ai lu que c'était le projet de plusieurs générations. Et puis là, on est comme à l'année 1. Donc, franchement, là, inviter M. Bolduc, peut-être, Mme Normando. Je vais peut-être passer votre question si je les vois, mais je n'ai malheureusement pas de réponse pour vous. Merci. Micro 5. Oui, Dave Perkins, Centre universitaire de santé McGill. J'aurais aimé, je trouve votre discours rafraîchissant, mais j'aimerais savoir comment on évite le piège là, de la consultation, du partenariat, parce que, évidemment... Excusez-nous, M. Perkins, parce qu'on est en train d'avoir peut-être un petit tendance à la nausée. Là, la caméra se promène énormément. Alors maintenant, vous n'êtes pas aussi drôle que vous pensez, monsieur. Alors, allez-y, M. Perkins. Donc, je voulais savoir, comme d'autres centres universitaires, là, quelques centres universitaires au Québec, on va vivre le projet d'une vie, justement, là, des gros centres universitaires qui vont être bâtis, certains à partir de rien, d'autres à partir de ce qui existe déjà. Mais évidemment, l'employeur, les gestionnaires se tardent de consulter là, les gens de première ligne, puis de faire mieux que par le passé. Puis finalement, quand on gratte un peu, on se rend compte que les intervenants qui sont amenés à ces tables de discussion-là pour justement faire mieux sont choisis. On sélectionne le message, ce qu'on aimerait comme recommandation, on filtre le tout, puis après ça, on dit, mais les gens étaient d'accord, ça vient de la base, ceux qui travaillent au quotidien avec les malades, quand finalement, c'est des gestionnaires, des ingénieurs, des firmes conseils qui planifient le projet. Puis on se fait comme canner dans ce discours-là, puis on donne l'impression qu'on va faire mieux maintenant parce qu'on a consulté. Puis ça, il me semble qu'on l'entend souvent, puis on se fait souvent prendre là-dedans. Puis j'aurais voulu savoir là, comment vous voyez ça pour se sortir de ce discours-là, puis du contrôle là, de ceux qui décident, des décideurs. Vous avez parfaitement raison. Et la réponse à ce problème-là, ça s'appelle un syndicat. Parce que, effectivement, les gestionnaires, c'est pas des fous, ils ont des consultants et ils disent, bon, ben là, on a une réforme très difficile à faire passer, on va faire semblant qu'on consulte, puis qu'on a des partenaires, puis effectivement, on va pouvoir arrondir certains angles. Hein? On ne veut pas ne rien écouter, mais on veut juste écouter ce qui va nous aider à faire passer quelque chose qui, sinon, ne passerait pas. Et si les salariés sont laissés à eux-mêmes, leur bonne volonté peut être instrumentalisée et retournée contre eux. Et ça, c'est effectivement, c'est terrible pour la suite des choses, parce que les gens disent, on s'est fait avoir. Ça aurait été moins pire si on n'était pas allé, parce que ça n'aurait pas marché. Puis donc, il aurait dû reculer. Et c'est là que l'organisation syndicale est fondamentale, parce que c'est elle qui sait la différence entre des propositions venues de la base, enrichies dans la discussion avec les gestionnaires, et des réformes néfastes venues d'en haut qu'on essaie de faire passer en dorant la pilule. Et là, il y a effectivement toujours, constamment, des jugements qui doivent être portés. Et c'est pour ça qu'il faut finalement inonder le système de propositions venues de la base.
Parce que plus il y aura de propositions venues de la base, plus on va faire un embouteillage des propositions venues d'en haut. Ah ben non, ça, on est en train de le régler. Ah, mais ça serait peut-être une bonne idée, là, ce qui vient du Texas, là-dedans, j'ai des hôpitaux privés. Mais nous, on a 3 autres façons de régler ce problème-là qui sont en opération ici. Alors, il y a un rapport de force des propositions qu'il faut établir. Alors, le temps que nous avions prévu pour la plénière est maintenant écoulé. Je vais demander à la salle si elle accepte de prolonger pour les 4 intervenantes qui restent derrière les micros. Alors, les personnes qui sont en faveur de la prolongation, merci. Manifestement, nous allons prolonger. Je vais prendre... J'aurais aimé avoir ceux qui votent non, par exemple. Alors, je vais demander aux 4 intervenantes dans l'ordre... Oups, pardon. De faire leur intervention et par la suite, M. Lisée, je vous redonnerai la parole. Merci. Alors, au micro 6. Carl Picard, SPSQ, C3S de Beauce. Alors moi, mon questionnement, c'est la structure politique. Alors, vous avez été une personne qui a été mêlée au pouvoir décisionnel politique. Alors, je pense que vous êtes la personne toute placée pour pouvoir répondre à mon questionnement. Tantôt, vous parliez d'agir sur nos députés pour exercer notre pouvoir. C'est des choses qu'on a fait. Mais par contre, la structure politique est montée, on va prendre notre réseau de la santé, où on a notre conseil de direction de l'hôpital, mettons, du C3S. Après ça, il y a le conseil d'administration, il y a l'agence de la santé, il y a le ministère, il y a le sous-ministre. Puis après ça, on pourrait se rendre peut-être au ministre de la Santé, puis dans le caucus politique. Alors, j'ai l'impression que le pouvoir politique instaure ces étages-là pour pouvoir diminuer notre influence qu'on pourrait exercer. Un coup qu'on a pu exercer cette influence-là auprès de nos députés, puis les pousser à agir un peu dans le sens de ce qu'on voudrait, mon questionnement, moi, qui me reste, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens comme vous qui, avant d'être au pouvoir politique, nous soumettent des idées par des écrits, par des articles, par une présence au niveau télévisuel. On dit, coudonc, ça a de l'allure, ça. Hey, on va aider ces gens-là à se rendre et ils s'y rendent au pouvoir. Et quand, je vais faire une petite intermède, et là, vous sortez du pouvoir et vous revenez avec les mêmes idées. Super! Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je ne comprends pas. Puis le Parti québécois est le meilleur exemple de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez au pouvoir, vous avez eu vous avez eu en main des outils pour faire une transformation dans ce sens-là, et elle ne s'est pas faite. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe au pouvoir politique pour qu'entre les deux, il y ait un décalage de ce que la personne était avant puis ce qu'elle est maintenant? Puis ça, ben, c'est ça, là, le pouvoir politique, que la population est désabusée. Je pense qu'il est là. Et vous êtes peut-être la personne pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe là. Merci. Merci. Micro 7. Guylaine Riendeau, Nord de la Naudière. Merci de votre présence. Ça fait plaisir de voir des gens comme vous avec une belle idéologie qui comprend la problématique des syndicats. Ma question est un petit peu suivant celle de Carl. Vous avez été près du gouvernement Bouchard, en fait, de M. Bouchard. Je ne suis pas ici pour faire son procès. La seule chose, c'est que je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de l'orientation de sa carrière, finalement, de ses idéologies? Moi, j'ai un petit peu des idées là-dessus en me disant, est-ce que c'est une personne, un politicien très rusé qui a réussi, finalement, à faire passer ses idées de droite d'un gouvernement à l'autre, jusqu'au Parti québécois, ou si c'est une personne qui aime beaucoup, en fait, qui est très opportuniste, ou si seulement cette personne-là, viscéralement, a vraiment l'impression ou croit vraiment qu'elle a aidé le peuple québécois. Donc, parce que ça peut arriver qu'elle y croit vraiment, puis que c'est ça qui motive la façon qu'elle agit. La deuxième question serait juste que savoir aussi, comment se fait-il qu'au niveau média, qu'on continue toujours à demander l'opinion de M. Bouchard, à peu près à toutes les sauces, que ce soit sur le budget Bachand, il a été interviewé autant par Radio-Canada,
Comment se fait-il qu'on continue à demander son avis alors qu'il est sorti de la vie politique? Et en fait, on lui donne beaucoup de place sur la scène médiatique. Fait que merci beaucoup de votre présence. D'accord. Merci. Micro 8. Bonjour, M. Lisée. Rita Lamotte, présidente locale du C3S de la Vieille Capitale, avec une multitude de sites, plus de 20, avec plus de 1000 membres. Et on est aussi le C3S universitaire. Donc, vous comprendrez qu'on a une multitude, nous, de projets qui viennent les uns après les autres. Commande ministérielle oblige, et ça nous descend sur le parquet. On vous a parlé un petit peu plus tôt de certains projets comme la méthode Toyota Lean Kaizen. Mais vous savez, l'inquiétude qu'on a, puis légitime, on en a fait part en tant que syndicat, c'est qu'on cible des gens qui, à la base, soit qui manquent de connaissances. Fait qu'à ce moment-là, ne sont pas entachés d'un passé, d'incomparable. Alors, c'est plus facile de les amener à un modèle X. Et puis, après ça, on a aussi quelques candidats choisis, parce qu'il faut quand même garder la face. Quand je parle de nous, c'est l'employeur à ce moment-là, de gens expérimentés qui ont un vécu dans le secteur, qui vont pouvoir nous faire partager. Mais le problème qu'on vit, c'est que ces gens-là qu'on cible vont devenir après des agents multiplicateurs. Mais le reste de l'équipe n'a pas suivi l'évolution des travaux. Alors, ça amène encore là une division au sein de nos rangs. Déjà que la mobilisation à la base n'est pas très forte. Et puis là, en cours de route, on voit des gens de différentes équipes qui se démobilisent à l'interne de ce projet-là parce qu'ils disent que ça pue de saint bon sens. On était supposé souffler. Mais là, on nous donne plus de clientèle à desservir dans la même journée. Alors, on n'ose même pas aller le dire parce qu'on a peur d'en faire les frais par la suite. Il y a une loi d'Omerta, et ça m'inquiète énormément. Comment arriver à faire en sorte que nos gens reprennent cette confiance-là de pouvoir parler sans être visés parce qu'on a beau dire qu'on dépose des griefs puis qu'on a beau dire qu'on est là pour les défendre, mais le vécu de tous les jours, c'est eux là, qui le vivent. Là. C'est eux qui devront faire face après ça aux autres membres de l'équipe, aux gestionnaires avec lesquels ils ne sont pas en accord de la technique, de la méthode. Fait que ça, c'est un problème que l'on vit. Puis quand vous disiez tantôt, depuis des générations, qu'on dit que les jeunes, il n'y a rien à faire avec, moi, je vais vous dire que j'ai eu une assemblée il n'y a pas longtemps et j'ai vu quelques nouveaux visages, tout frais, tout jeunes. Et je vais vous dire sincèrement, à mon grand étonnement, mais je dis ça, puis je ne devrais pas, parce que dans le fond, c'est quand ils viennent qui se sensibilisent. On a un devoir aussi de faire pour qu'ils viennent nous voir, quitte à aller les voir sur le terrain, ça, il faut se le dire. Mais je vais vous dire, j'ai trouvé ça tellement intéressant après la rencontre parce que le jeune, du propos qu'on avait en assemblée, me disait « Vous devriez peut-être venir dans un de mes cours à l'université, il y en aurait une couple que je voudrais leur en parler. » Alors, il y a vraiment, je vous dis, de l'espoir dans ce sens que c'est eux autres qui, demain, vont devoir gérer ce système-là. On a intérêt tout de suite à aller les chercher et les mettre à profit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Mme Lamotte. Dernière intervention, micro 4. Merci, monsieur, de votre présence. Identification, oui, s'il vous plaît. Pierre Boivin, AIM, Hôpital Villa Médica. Alors, mon intervention est en deux volets. La première, vous savez, vous commentez beaucoup pour les États-Unis. Et j'aimerais connaître qu'est-ce qui s'est passé cet hiver au Wisconsin quand les démocrates ne sont pas présentés lors d'un vote et l'influence que ça pourrait avoir en Amérique du Nord, surtout avec Sarah Palin, peut-être, qui sera candidate aux républicaines, peut-être prochainement, ça reste à voir. Alors, l'influence, ça pourrait amener au Canada la droite encore plus accentuée par rapport à elle est actuellement. Le deuxième volet, c'est de connaître le trafic d'influence. Vous avez été conseiller de M. Parizeau. Comment ça marche à l'intérieur de la machine, les groupes de pression, évidemment, il y a le milieu syndical, mais il y a le milieu des affaires qui, on le sait depuis plusieurs années, est très présent. Alors, lorsque vous avez passé au gouvernement, j'aimerais vous attendre là-dessus. Merci. Alors, M. Lisée, réponse et conclusion. Bon, alors je vais essayer d'être bref, mais ça va être difficile parce que les questions sont chacune un défi particulier.
Notre collègue de la Beauce, qu'est-ce qui se passe avec le pouvoir politique? Écoutez, moi, je peux juste parler pour moi, parce que les idées que je développe devant vous, que j'ai développées dans un livre qui s'appelle « Pour une gauche efficace », je ne les avais pas quand je suis arrivé au gouvernement comme conseiller du premier ministre en 1994. Alors, je n'ai pas essayé de les faire passer, je ne les avais pas. Je les ai développées depuis, notamment au Centre de développement des politiques sociales auquel je suis associé. Je me suis beaucoup intéressé, après mon passage en politique, à toutes ces questions-là, et je les ai maintenant. Mais peu importe ma trajectoire à moi, si on veut qu'une idée devienne une réalité, on ne peut pas se fier aux politiciens. Je veux dire, on ne peut pas se fier seulement aux politiciens. Si les premiers syndicats dans les années 30 s'étaient seulement fiés au Parti démocrate, il n'y aurait pas eu le droit d'association. Il a fallu une pression constante de la base qui le réclame, qui le fasse, qui l'incarne dans des luttes pour que ça devienne une réalité. Alors, on est, je pense, à l'aube d'un changement dans la façon dont les artisans du secteur public veulent prendre le contrôle sur leur réseau, prendre la responsabilité, décider de façonner son avenir. Donc, c'est un mouvement qui doit devenir suffisamment de fond, qu'il devienne incontournable, que ce soit M. Parizeau, Bouchard, Charest ou Mme Marois ou M. Legault qui y a, et que ce soit incontournable. Et quand je dis voir le député, etc., oui, il faut passer par toutes les interstices. Il faut encercler le pouvoir gestionnaire, encercler le pouvoir politique. Il ne faut pas aller voir. C'est parce qu'il y a un sujet, il y a un enjeu, il y a une décision à prendre. C'est à ce moment-là qu'on va appuyer sur ce bouton. Mais il y a aussi, on le sait, dans les communautés, en particulier à l'extérieur de Montréal, l'hôpital est un enjeu local. Le centre de services sociaux est un enjeu local. Et puis, si le conseil d'administration ne veut pas en entendre parler, bien, il y a peut-être un journaliste qui veut en entendre parler, puis il y a toutes sortes de façons de faire pression. Si vous avez le bon droit, la bonne volonté et la solution de votre côté, il y a plusieurs façons de court-circuiter l'empilement de paliers de décision là, qui sont des freins. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. M. Bouchard, des livres pourraient être écrits par M. Bouchard, y compris par M. Bouchard. Écoutez, moi, c'était une expérience intéressante parce qu'on a vu, c'est un conservateur. C'est clair, il était au Parti conservateur, c'était son parti. C'est un avocat patronal, à certains égards humaniste, mais un avocat patronal, qui a des amis dans les syndicats, et qui a des amis parce qu'il a négocié avec eux. Hein? Donc, un genre qui est ami avec Gérald Larose, puis bon, etc. Bon. Mais fondamentalement, c'est un conservateur. Alors, il croit à ce qu'il dit. Lorsqu'il a été en situation très paradoxale de diriger un parti social-démocrate, le Parti québécois, il y a eu un genre de tension créatrice à certains égards, moins créatrice à d'autres égards, qui a fait en sorte de produire un certain nombre de politiques, dont les garderies à 5 $, dont la prestation pour enfants pauvres, dont l'économie sociale. Il y a des choses qui ont été faites du côté social par l'équité salariale. C'était extraordinaire. Jamais il aurait pensé à faire l'équité salariale. C'était dans le programme de son parti. Ça mettait en péril son rapport avec les patrons qui voulaient amener à son grand sommet. Et pourtant, il l'a fait parce que c'était dans la corbeille qui était devant lui. Il a fait en sorte que le Québec soit un des lieux au monde où l'équité salariale est appliquée dans le service, dans le privé, ce qui est énorme. Libéré de cet attelage qui était le Parti social-démocrate, il est redevenu conservateur. Il n'a plus de raison de mettre de l'eau dans son vin. Et donc, il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit. Parfois, ça a de l'allure, parfois, à mon avis, ça n'a pas d'allure. Il m'arrive de le voir, il m'arrive de lui dire, et il m'arrive de l'écrire dans mon blog aussi. Donc, il est ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'on l'interviewe? Ben, quand vous avez été premier ministre du Québec, on va vous interviewer jusqu'au trépas. Alors, ça, c'est une certitude. Et puis, avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus d'anciens premiers ministres dans le paysage. Alors, ça, c'est certain. Retour au plancher de travail. Effectivement, vous nous décrivez sur la question des équipes et des personnes qui sont identifiées pour introduire des changements alors que le reste de l'équipe ne suit pas. Ben oui, on est dans le processus
d'appliquer une réforme venue d'en haut. Et dans la tentative de faire passer la pilule, et l'équipe ne suit pas parce qu'elle n'est pas impliquée, parce que ça vient d'en haut et on essaie de l'introduire dans l'équipe. Ce que vous proposez dans votre plan de travail, c'est de faire le contraire, de partir des équipes et de monter en haut, et de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans la conception de la solution, sa mise en œuvre, sa correction, évidemment, il faudra constamment corriger, et que donc les gens qui veulent s'y intéresser continuent à y être intéressés. Puis je suis très contente de ce que vous me dites sur les 2 jeunes qui étaient dans votre assemblée syndicale. Donc, on commence avec 2. C'est déjà ça. J'espère qu'ils sont contagieux. Et finalement, le Wisconsin. Alors, c'est extraordinaire parce que, en fait, aux États-Unis, le droit d'association dans le secteur public n'est pas un principe qui a été gagné. Il y a plusieurs travailleurs du secteur public qui n'ont pas le droit d'association, et il y en a, y compris au niveau fédéral, qui sont associés, mais qui n'ont pas le droit à la négociation. Hein? Les syndicats existent, ils donnent des services, ils aident dans des cas individuels, mais ils n'ont pas le droit de négocier. Il n'y a pas de convention collective. Alors, tu sais, les États-Unis ne sont pas dans la préhistoire des gains sociaux, mais ils sont encore au Moyen Âge. Et pour ce qui est du Wisconsin, c'est une tentative de la droite de les ramener à la préhistoire. Ça a fonctionné au Wisconsin. Il y a une très grande mobilisation antisyndicale extrêmement forte aux États-Unis. C'est déplorable. On le voit, on en a des échos dans la désinhibition de certaines associations patronales au Québec. On a lu plusieurs textes récemment voulant mettre en cause la formule RAN, voulant mettre en cause, mais l'ADQ a eu tout son débat sur il ne devrait même pas avoir le droit, un parti politique, une organisation syndicale, de parler de politique, mais ça veut dire quoi? D'appuyer un parti ou de proposer une politique publique ou de dire que le programme de l'ADQ serait mauvais pour les syndiqués? Qui va décider? Alors, c'est une atteinte à la liberté d'expression aussi simple que ça. Donc, effectivement, il peut y avoir un effet, mais heureusement, au Québec, il y a une résistance extrêmement forte. Il y en avait une à Wisconsin aussi, mais une résistance extrêmement forte au Québec contre cette tentative d'atteinte. Moi, pour conclure, d'abord, merci de votre réceptivité, merci de votre accueil, merci d'avoir souffert mes mauvaises blagues ce matin. Je vous ai amené un cadeau pour vous remercier. J'ai amené sur une table derrière des livres, dont mon dernier, Chronique impertinente, un excellent cadeau de fête des pères. Excellent cadeau de fête des pères. Et je paye les taxes. Alors, je vous l'amène à prix réduit. Et puis, je vous souhaite surtout beaucoup de succès dans ce virage que vous entreprenez aujourd'hui. Mais ce dont vous avez besoin pour ce succès, c'est de la résilience. Il va falloir que vous soyez résiliente pour y arriver. Mais s'il y a quelqu'un qui a prouvé que tous les matins, il se lève pour tenter de faire reculer la misère humaine, c'est bien vous. Alors, je vous fais confiance et je vous remercie.